les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Je suis toujours épuisé quand je rentre chez moi. La lumière criarde des néons du bureau continue de résonner derrière mes paupières. Même ici, dans la pénombre bénie de la cage d'escalier. Je monte 3 étages. Chaque marche me donne l'impression de tirer un boulet attaché à la cheville. Ma clé trouve la serrure de l'appartement 3B. Ma serrure. Le verrou claque en s'ouvrant. Je pousse la porte de l'épaule. Une odeur me parvient. Le fantôme réconfortant des nouilles instantanées d'hier soir, mêlé à la chaleur poussiéreuse enfermée à l'intérieur. Je n'atteins même pas la chambre. Le vieux canapé du salon m'appelle, avec son affaissement familier et accueillant. Je m'y laisse tomber. Les ressorts poussent leur gémissement habituel sous mon poids. Le tissu sent la poussière, ainsi que ma propre odeur. Le sommeil m'emporte aussitôt. Quelques heures plus tard, je me réveille en sursaut, terrifié, alors qu'une main m'agrippe l'épaule et me secoue violemment. « Hé Hé » hurle quelqu'un. Je me redresse d'un coup, haletant, complètement perdu. La lumière argentée de la lune découpe la pièce en forme nette et en ombre profonde. Un homme se penche sur moi, le visage creusé, couvert de sueur. Ses yeux sont écarquillés, 2 billes folles qui renvoient la lumière blafarde. « Lève-toi. Qu'est-ce que tu fous dans mon appartement ?» Sa voix est une sorte de râle tranchant qui me transperce et me fait émerger d'un rêve dont je me souviens déjà plus. La panique me submerge. Je me redresse d'un bond, le cœur au bord de l'explosion. Votre quoi ? Je cligne des yeux, essayant de reprendre mes esprits. Non, c'est mon appartement. C'est le 3B, c'est ici que je vis. L'homme recule d'un pas, juste assez pour que son visage se fonde à moitié dans l'ombre, près de la porte. T'es cinglé ou quoi ? C'est moi qui vis dans le 3B. Qu'est-ce que tu fous là ? Je sais pas qui vous êtes, dis-je, en essayant de paraître ferme, autoritaire. Tout sauf paniqué. Mais vous devez partir avant que j'appelle la police. Ha ! C'est moi qui dois partir. Non mais elle est bonne celle-là. T'es entré par effraction chez moi, et maintenant c'est moi que tu menaces ? Je passe une main dans mes cheveux, le regard qui file vers le couloir. Est-ce que je pourrais le pousser dehors et refermer la porte à clé ? Est-ce que je pourrais attraper mon téléphone et appeler quelqu'un ? Et il est où d'ailleurs mon téléphone ? Je fais un pas prudent vers lui, les mains légèrement levées. Et écoutez, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que vous vous êtes trompé d'étage ou peut-être que vous êtes confus. Mais c'est mon appartement, d'accord ? Vous ne vivez pas ici. Il me fixe du regard. Puis, d'un geste brusque et saccadé, il pointe vers la kitchenette. Ah ouais ? Alors dis-moi que cette tasse hibou, là-bas, c'est la tienne. Je suis la direction de son doigt. Une tasse bleue, ébréchée, en forme de hibou, trône sur la table basse. Comme un piège. Je cligne des yeux. Ça, je sais pas, c'est pas la mienne. Évidemment que non, c'est ma tasse. Et où est passé mon tableau du voilier ? Il était juste là. Il désigne le mur au-dessus de la télé. T'es un voleur ? C'est ça ? Je me retourne. Mon vieux poster des Alpes suisses a disparu. À la place, une impression criarde d'un voilier sur mer si bleu qu'elle semble irréelle. Attendez, moi j'avais un poster, des montagnes, les Alpes suisses. Je vous jure qu'il était là. Hein. L'homme me regarde, le torse qui se soulève à un rythme rapide. Je lève les mains comme pour calmer un animal sauvage. Oh, ok, peut-être que j'ai fait une connerie. Ma voix tremble, presque avalée par le silence. Peut-être que je me suis trompé. J'ai dû entrer dans le mauvais appartement. Je voulais pas. Merde, je suis désolé. Je recule d'un pas.
Mes jambes flanchent un peu. Je vais partir, d'accord ? Je vais juste récupérer mes affaires et je m'en vais. Mais quelque chose m'arrête. Je jette un œil à la table basse, à cette tasse hibou. Ce n'est pas juste qu'elle m'est inconnue, elle est bizarre. Les yeux ne sont pas peints correctement. L'un regarde droit devant, l'autre est de travers, comme s'il fixait le couloir derrière moi. L'homme n'a pas bougé, mais son expression a changé. Moins de colère maintenant, plutôt du doute. Son regard va du mur, à la table, puis revient vers moi. Je me rappelle pas que cette table était en verre. Je baisse les yeux. La table est en bois. Elle a toujours été en bois. De quoi tu parles ? Je demande, mais ma voix est trop faible pour sonner agressive. Non, elle était en verre. Ronde et bréchée sur le bord quand j'ai fait tomber de la bouffe à emporter. Celle-là est en bois, carré. Et cette lampe, Il se tourne lentement. c'est pas ma lampe. Un grincement retentit dans la chambre. Aucun de nous ne bouge, Je crois dit-il, son souffle formant une légère buée dans l'air soudain glacial. que c'est pas ton appartement, ni le mien. La colère folle a disparu. Il ne reste que la peur, froide, figée, un reflet parfait de la mienne. Les clés, Murmure-t-il en fouillant sa poche d'une main tremblante. Il en sort un trousseau. faut qu'on sorte d'ici. On comprendra ce qui se passe une fois dehors. Mes propres clés sont des masses froides et lourdes dans ma main. On ne parle plus. Le silence est une présence étouffante, saturée d'une odeur de décomposition. Et cette sensation atroce qu'on est observé. Par quoi ? Par les ombres elles-mêmes, accrochées au mur. Le couloir menant à la porte d'entrée semble plus long que d'habitude. Je fais un pas. La moquette émet un sploc léger sous mon pied. Je baisse les yeux. Le sol a l'air normal, beige, moche, un peu taché, mais maintenant, je ne lui fais plus confiance. Derrière nous, la porte de la chambre grince à nouveau. Mais cette fois, elle ne s'arrête pas. Elle s'ouvre, lentement, comme un souffle qui passe entre des dents serrées. Il ne se retourne même pas. Moi non plus, Ne regarde pas derrière. murmure-t-il. Sa voix tremble. Avance. On bouge lentement, à petits pas. Chaque objet dans le salon semble déplacé. Le canapé penche légèrement vers le mur. Les coussins affaissés, comme si quelque chose de lourd venait de s'en relever. Il manque une étagère à la bibliothèque. Ma main se crispe sur mon trousseau. Les clés cliquettent trop fort, comme si elles voulaient attirer l'attention. Comme si quelque chose devait les entendre. On y est presque. Je sais pas si je parle pour lui ou pour moi. La porte d'entrée n'est plus qu'à 3 mètres. 2. Un bruit sourd résonne. Un coup discret, venu de l'intérieur de la chambre. L'homme sursaute. Moi, je ne bouge pas. Je n'ose pas. La température chute encore. Mon souffle devient visible. Flotte un instant dans l'air, puis recule, à contre-courant, défiant toute logique. Je m'étouffe. Cet endroit, cette chose, elle essaye de nous copier. Et elle le fait mal. La porte d'entrée est toute proche, mais la poignée semble différente, plus longue que dans mes souvenirs. Il y arrive le premier. Sa main tremble violemment alors qu'il tente d'enfoncer sa clé dans la serrure. Elle racle contre la plaque, sans jamais s'insérer. Ça rentre pas. Ça rentre pas. La panique revient dans sa voix. Ça devrait juste s'ouvrir de l'intérieur. Je siffle, refermant ma main sur la poignée glacée. Je tourne. Elle tourne librement. Oh merci, mon Dieu. Dans un élan d'espoir désespéré, je tire la porte. On se précipite dehors, ensemble, haletant, comme si l'air lui-même nous avait manqué. Mais dehors, l'air est tout, sauf vivant. Il est épais, immobile, chargé de poussière et de cette même odeur sourde de décomposition humide. Le plafonnier du couloir est brisé. Des éclats de verre terne jonchent le sol. Une lumière grisâtre, celle de l'aube naissante, filtre à travers une fenêtre sale tout au bout. Et ce que cette lumière révèle nous cloue sur place. Le couloir est en ruine. Le papier peint pend en longues bandes moisies, révélant le plâtre fissuré du dessous. La moquette est en lambeaux, marquée de taches sombres, indéfinissables. Par endroits, elle a été arrachée, laissant voir des lattes de bois tordues. Les portes des autres appartements sont de travers, suspendues à des gonds brisés. Derrière, on aperçoit du noir.
Des toiles d'araignées épaisses, comme des bandelettes, recouvrent les coins et le plafond. L'air est glacé, et l'odeur insupportable. Pourriture, humidité, abandon. La désolation, totale et absolue. Le souffle de l'homme à côté de moi se brise. Cet immeuble, il est condamné, regarde. Il tend un doigt tremblant vers une grande affiche officielle, clouée de travers sur le mur en face de ma porte. Notre porte. Appartement 3B. La vie est jaunie, gondolée par l'humidité. Mais les lettres rouges sont encore bien lisibles. Condamné. Structure instable. Accès interdit. Mon sang se glace. On se tourne lentement vers la porte, d'où l'on vient de sortir. L'appartement 3B. Le bois est déformé, la peinture cloquée, écaillée. Une couche épaisse de crasse recouvre toute la surface, comme une mousse ancienne. Le numéro, 3B, est à peine visible. Les chiffres en laiton mangés par l'oxydation. La serrure est rouillée, bouchée. On dirait qu'elle n'a pas été utilisée depuis des années. L'homme lève la main, lentement, comme si soulever la clé lui coûtait quelque chose. Je regarde la mienne. Elles sont identiques, toutes les deux marquées 3B, toutes les deux inutiles face à cette réalité en décomposition. Et pourtant, elles ont fonctionné, il y a quelques instants à peine. Il croise mon regard. Nos clés pendent, inertes, au bout de nos doigts. Le seul bruit, c'est le martèlement affolé de nos cœurs. Et le silence. Puis, les ombres derrière la porte bougent. Au début, je crois que j'ai rêvé. Un frémissement, à peine une vibration dans l'obscurité. Une tache noire, plus noire encore que les ombres. Mais ensuite, ça avance. Lentement, délibérément. Ce n'est pas une personne. Pas vraiment. La forme n'est pas cohérente. Les membres se plient là où ils ne devraient pas. Les articulations ressortent à des angles impossibles. Là où devrait se trouver un visage, il y a une sorte de creux, comme un masque fondu, trop proche d'un feu. Et le pire, le couloir est trop petit pour cette chose. Le plafond devrait râper son crâne, les murs devraient l'écraser. Mais ça avance quand même. Ça se replie sur soi, comme si l'appartement lui-même se tordait pour le laisser passer. La chose penche la tête. Mes côtes se resserrent, mon souffle se coince, prisonnier dans ma gorge, comme une bête vivante. L'homme à côté de moi émet un son. Pas vraiment un gémissement. Peut-être une prière. Un craquement humide déchire le silence. L'encadrement de la porte se fissure. Une simple fente. Mais dans ce silence, on dirait un coup de feu. On court. Les marches défilent sous nos pieds. On ne s'arrête que lorsque le béton devient bitume, que le ciel commence à saigner l'aube. Nos regards se croisent. Un hurlement silencieux passe entre nous. Mon estomac se tord, alors que la réalité se réorganise dans ma tête. Ce n'est pas possible. Je ne vis pas dans un appartement. Je possède une maison bleue, style colonial, avec des hortensias devant, une boîte aux lettres, avec mon nom et celui d'Olivia, peint sur le côté. Un garage où le vélo de ma fille est posé contre le mur. Une sueur froide glisse le long de mon dos. Comment est-ce qu'on est entré là-dedans ? Qui nous a laissé entrer ? Mais la question la plus glaçante, celle qui reste suspendue entre nous, sans un mot. À quoi on vient d'échapper ? On dit que l'on connaît jamais vraiment quelqu'un tant qu'on ne l'a pas vu pousser à bout. Pour moi, cette limite s'est trouvée sur un chemin de terre, au milieu de nulle part. Et la personne, c'était Ben. On était meilleurs amis depuis la maternelle. À travers toutes les phases gênantes, les coupes de cheveux douteuses et suffisamment de mauvaises décisions pour remplir une petite bibliothèque. Cette mauvaise décision-là avait commencé innocemment. Un road trip. Juste nous deux, ma vieille Honda Civic cabossée,
et une playlist Spotify composée à 80% de pop-punk du début des années 2000. La destination ? Un festival de musique ridiculement cher, 3 étapes plus loin. Ben conduisait, évidemment, parce que son sens de l'orientation était à peine meilleur que celui d'un pigeon aveugle, et il jurait connaître un raccourci. Fais-moi confiance, mec. M'avait-il dit en souriant, la main déjà en train de tourner le volant pour quitter l'autoroute et s'engager sur quelque chose qui ressemblait plus à une suggestion qu'à une route. Le pote du cousin de mon oncle l'a pris une fois. Il disait que ça faisait gagner 1 heure de route. Je plissais les yeux à travers la poussière soulevée par nos pneus. Le pote du cousin de ton oncle ? C'est aussi celui qui t'a vendu des champis en les appelant compléments santé bio, Ben. Tu te souviens comment ça s'est terminé ? Il avait ri. Un son insouciant qui résonnerait plus tard dans mes cauchemars, déformé et tordu. C'est une expérience qui nous a rapprochés. Et puis regarde-moi ça, mec. La nature à l'état pur. On va sûrement voir un cerf ou un truc dans le genre. Il avait agité une main, manquant de peu un nid de poule qui aurait détruit mes suspensions. Et pense au contenu Insta. La route pavée avait fini par disparaître, remplacée d'abord par du gravier, puis simplement par de la terre battue. Les arbres se refermaient autour de nous. Pas les forêts bien entretenues qu'on voit près des autoroutes. Non, une masse épaisse et emmêlée de chênes anciens et de saules pleureurs. Leurs branches comme des doigts squelettiques tendus vers le ciel. La lumière du soleil, autrefois éclatante, se faisait maintenant timide, comme si elle n'osait plus percer la canopée. L'air s'alourdissait, imprégné d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre. Un parfum métallique et vaguement sucré, comme des pièces rouillées oubliées sous la pluie. Bon, Ben, ça devient un peu ambiance délivrance là, ai-je lancé en sortant mon téléphone. Pas de signal, évidemment. Il se termine quand ton soi-disant raccourci ? Il haussa les épaules, les yeux fixés sur le chemin, qui n'était plus que 2 ornières boueuses. Je sais pas, pas loin. Regarde, il fait plus sombre. On sera sorti des bois avant la tombée de la nuit. Sa voix, d'ordinaire si confiante, trahissait maintenant une pointe de nervosité. Même Ben, le roi de l'insouciance, commençait à sentir le malaise. Les arbres étaient si denses qu'on avait l'impression de traverser un tunnel. Le monde extérieur se réduisait à une mince bande de ciel gris. Je remarquais autre chose. De temps en temps, cloué à un tronc ou suspendu à une branche basse, une petite effigie en bois, grossièrement sculptée. Pas des croix religieuses, mais des formes abstraites et déformées, parfois vaguement humaines, toujours inquiétantes. Usées, délavées, mais toujours menaçantes, comme si elles nous regardaient. Charmant, ai-je murmuré, en désignant une figurine qui ressemblait à un bonhomme bâton avec trop de bras. C'est de l'art populaire local ? Ou un avertissement pour défense d'entrée, sauf si vous aimez les sacrifices rituels ? Ben grimaça, serrant le volant. Probablement juste des ermites bizarres qui veulent que personne ne s'approche. Malin, en vrai. Si j'avais un coin aussi isolé, je ferais pareil. La route se rétrécit encore, et les branches raclaient le toit de la voiture, dans un bruit grinçant qui me donnait mal aux dents. Puis, à travers une trouée dans les arbres, on la vit. Pas une ville, pas même un hameau. Juste une ferme isolée, en ruine. Une vieille maison au porche affaissé, aux fenêtres noires comme des orbites vides, trônait au milieu d'une clairière. Autour, quelques dépendances. Une grange, un cabanon. Toutes penchées, fatiguées. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est le silence. Total. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Même pas le bruissement des feuilles. Juste le crissement des freins de Ben. Bon, fit-il, inhabituellement calme. on a trouvé notre raccourci. Tu veux dire notre cul-de-sac ? Ai-je rétorqué, une sueur froide coulant dans mon dos. L'air ici était encore plus lourd. Cette odeur métallique et sucrée était plus forte, presque écœurante. Comme dans un abattoir, sans les animaux. Y a personne qui vit là depuis des décennies, Ben. Fais demi-tour. Attends, regarde. Il montra une piste à peine visible, envahie de végétation, qui contournait la maison et s'enfonçait dans la forêt. C'est sûrement par là. C'est juste un peu rustique. Avant que je puisse protester, il était déjà sorti de la voiture, s'étirant les jambes. Allez, Alex, regarde. C'est quand même stylé, on dirait un film d'horreur. Peut-être qu'on trouvera des histoires de fantômes à raconter sur la route. Il essayait de paraître détendu, mais je remarquais ses yeux, grands ouverts, sautant d'une fenêtre à l'autre de la maison. Je soupirais, résigné. C'était typiquement Ben. Sa curiosité avait toujours le dessus sur le bon sens. Bon, d'accord, grognai-je en sortant à mon tour, écrasé par le silence oppressant.
Le sol était étrangement mou. Une couche épaisse de terre humide et de feuilles en décomposition étouffait nos pas. Plus on se rapprochait de la maison, plus les détails devenaient clairs et franchement dérangeants. La peinture s'écaillait par lambeaux, comme de la peau malade. Mais ce n'était pas juste l'usure du temps. Quelqu'un était venu récemment. Il y avait des griffures fraîches sur la porte d'entrée, profondes, trop irrégulières pour avoir été faites avec un outil. On aurait dit des coups de griffe. Et la balançoire du porche, bien que brisée, se balançait encore légèrement, dans une brise inexistante, émettant un grincement long, lugubre. « Bon, Scooby-Doo, t'as vu ta maison hantée ?» plaisantai-je, tentant de détendre l'atmosphère. « On peut repartir maintenant, avant qu'une famille de cannibales consanguins décide de nous adopter ?» Ben, lui, était déjà à mi-chemin de l'escalier du porche. « Attends, regarde ça. C'est pas juste vieux, c'est... bizarre. » Il désigna une série de symboles gravés dans la rambarde en bois. Les mêmes formes abstraites et tranchantes qu'on avait vues sur les arbres, mais en plus grand, plus complexe. Certaines représentaient des figures humaines déformées, d'autres des animaux tordus dans des postures impossibles. Un symbole revenait souvent, une sorte d'étoile grossière à multiples branches. Elle me mettait extrêmement mal à l'aise. L'air autour de la maison semblait plus froid, plus dense, comme si la chaleur et les sons étaient aspirés par les murs. Un bourdonnement très faible atteignit mes oreilles, comme un essaim de mouche dans un bocal. Trop loin pour être sûr, mais bien réel. Ben, sérieusement, c'est pas marrant. Mon instinct me hurle de foutre le camp. Ce lieu est malsain. Il ne répondit pas, poussant la porte d'entrée, qui s'ouvrit dans un soupir moisi et rance. Une obscurité épaisse en sortit, avalant la lumière. Il murmura. « Juste un coup d'œil. » Sa lampe torche fendit la pénombre. Des particules de poussière flottaient dans l'air, denses comme de la neige. La pièce était vide, une table renversée, quelques chaises brisées. Puis le faisceau de lumière s'arrêta sur quelque chose dans un coin. Un grand coffre en bois, enchaîné avec des chaînes rouillées. Et dessus, disposées en cercle grossier, plusieurs petites figurines humaines. Pas des poupées. Elles étaient faites de roseaux séchés et de ficelles finement tressées. Et chacune avait de vraies dents humaines enfoncées dans le haut du crâne, comme une couronne miniature. Une horreur totale. Mon estomac se souleva. « Bon, c'est assez de coups d'œil pour moi, » dis-je en reculant lentement. « On retourne dans la voiture, maintenant !» Ben, clairement troublé, restait pourtant figé, fasciné. « Attends, écoute. » Il pencha la tête. Le bourdonnement était plus fort maintenant, plus précis. Une vibration grave, sourde, qui se répercutait dans le plancher. « C'est quoi ce truc ?» Avant que je puisse répondre, un bruit écœurant résonna plus loin dans la maison. Un bruit humide, lourd, comme si quelque chose de visqueux était traîné sur un sol détrempé. Ben leva brusquement la tête, les yeux agrandis par une horreur soudaine. Le bourdonnement s'intensifia. Il changea de ton, devenant un sifflement frénétique, comme une armée de guêpes en furie. Puis, à travers une porte ouverte au fond du salon, un mouvement. Pas une ombre, pas un animal. Quelque chose de pâle. Quelque chose qui bougeait de façon saccadée, inhumaine, trop grande, trop fine. « Oh merde !» murmura Ben, la voix tremblante. « Oh merde, Alex, y a quelqu'un !» Il n'avait pas besoin de me le dire 2 fois. On a reculé en trébuchant, s'écrasant l'un contre l'autre, comme une espèce de balai paniqué. Le bruit de succion résonnait, plus proche maintenant, accompagné d'un souffle humide et rauque. On a détalé hors de la maison, dévalant les marches du porche. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'en avais la nausée. On a foncé vers la voiture, cherchant les clés à tâtons. Ben, dans sa précipitation, les a fait tomber. Elles ont glissé sous la Civic. « Non, non, non !» grogna-t-il, tombant à genoux. Le bourdonnement à l'intérieur de la maison était maintenant un rugissement furieux, et un nouveau son s'y mêlait. Un cliquetis mouillé, comme des os qui se broient. J'ai jeté un coup d'œil vers la maison. Dans l'embrasure de la porte, encadrée par une obscurité suffocante, la silhouette. Ce n'était pas juste une forme grande et mince, elle était fausse. Ses membres jaillissaient sous des angles impossibles, et sa tête, difforme, bosselée, avec quelque chose de luisant, humide, qui brillait à la faible lumière. Elle venait vers nous. « Oublie les clés, Ben ! Cours !» ai-je hurlé, attrapant son bras et le tirant. On s'est mis à courir, pas vers la route, mais dans les bois, juste au-delà de la maison, là où le sentier envahi semblait mener.
Il y avait une raison pour laquelle ce chemin était à peine visible. Les buissons épineux nous déchiraient les vêtements. Les branches nous fouettaient le visage. Mais on ne s'arrêtait pas. L'odeur métallique et sucrée était insupportable ici, mêlée à une autre senteur, fétide, organique, vivante. Le sol se dérobait sous nos pieds, marécageux par endroits. Et ce bourdonnement, il était partout, pas seulement dans la maison. Il remplissait l'air, résonnait dans mes dents. On courait à l'aveugle, poussé par une terreur animale pure. Mes poumons brûlaient, mes jambes hurlaient, mais l'idée que cette chose soit derrière nous m'empêchait de m'arrêter. Ben, toujours plus rapide que moi, me devançait de quelques mètres, haletant, jurant. Puis un cri étranglé. Il venait de trébucher violemment. Ah! Je me suis arrêté net. Il essayait de se relever, mais sa cheville formait un angle impossible. Un craquement écœurant avait résonné. Ma cheville. Je crois qu'elle est cassée, Alex. Gémit-il, le visage blême de douleur et de peur. Et puis je l'ai vu. Pas la créature de la maison. Une autre, ou plutôt une partie, suspendue à une branche basse, une main humaine, écorchée, conservée avec soin. Les doigts étaient allongés, terminés par de longues griffes noires. Et juste au-delà, partiellement dissimulé par la végétation, un filet grossier, une tapisserie morbide tissée avec des feuilles sèches, des ossements d'animaux et, horreur suprême, ce qui ressemblait à des cheveux humains tressés. À l'intérieur, une biche prisonnière, luttant faiblement. Ses yeux étaient écarquillés par la peur. Son corps, déjà en mutation. Par endroits, son pelage avait disparu, laissant place à une chair nue, rouge et brillante. Et ses bois se tordaient, formant des étoiles difformes et grotesques, comme celles qu'on avait vues gravées partout. Le bourdonnement était assourdissant maintenant, une cacophonie d'insectes monstrueux. Ce n'était pas que dans la maison, c'était partout, des millions d'entre eux. Pas des guêpes, pas des mouches, autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus intelligent. Depuis les arbres derrière nous, un grognement bas, humide, s'éleva dans l'air. La silhouette de la maison était plus proche, et elle n'était pas seule. 3 ou 4 autres créatures avançaient dans la végétation dense. Leurs mouvements étaient fluides, silencieux, terrifiants. Elles avaient une forme humaine, mais trop grande, trop maigre. Leur peau d'un gris malade, tendue sur des muscles saillants et des os anguleux. Leur tête était difforme, puissante, sans yeux, seulement des cavités sombres. Et ce bourdonnement, il venait d'elles. Leur corps était des ruches vivantes. Et de ce qui aurait dû être leur visage, des trompes segmentées s'étendaient, frémissantes, goûtant l'air. Elles n'étaient pas humaines, ou plus humaines. « Relève-toi, Ben! Maintenant !» ai-je hurlé, la gorge écorchée par la panique. Je l'ai tiré, mais il était trop lourd. Son visage se tordait sous l'agonie. Les créatures se rapprochaient. L'une d'elles, la plus grande, tendit un bras long et fin, orné des mêmes griffes que la main suspendue. Elle bougea à une vitesse inhumaine et attrapa la jambe valide de Ben. Il hurla, un cri aigu, désespéré, qui s'étrangla aussitôt qu'une autre créature lui plaqua un membre contre la bouche. Je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysé, regardant l'horreur se dérouler sous mes yeux. Ben se débattait, les yeux écarquillés, implorant. Les choses l'entouraient, leurs trompes ondulant dans l'air. Une d'elles leva sa main griffue et trancha net la jambe blessée de Ben. Le sang jaillit comme une fontaine, inondant le sol. Son cri étouffé me vrilla les tympans. Puis, la chose fit pire encore. Elle baissa sa trompe vers la plaie béante, commença à se nourrir. Je le vis, clairement, l'appendice s'enfonçant dans la chair. Le corps de Ben convulsa violemment. Ses yeux roulèrent en arrière et une larme solitaire traça un sillon sur sa joue poussiéreuse. Ma vision vacilla, l'estomac à l'envers, la bile remontant dans ma gorge. Je ne pouvais pas l'aider. Il y en avait trop. Les créatures se tournèrent vers moi, leur tête sans yeux s'inclinant légèrement, comme si elles me jaugeaient. Je sentis le bourdonnement dans mon crâne, une vibration horrible, invasive. Ce n'était pas un son, c'était un toucher, une présence. Elles étaient dans ma tête. Je percevais presque leurs pensées. Un chaos de pulsions primaires, et quelque chose d'autre de plus froid, de plus clinique. Et elles me voulaient, oui, mais pas comme un prédateur veut une proie. Elles me voulaient pour autre chose, quelque chose de pire. Et là, du coin de l'œil, je le vis.
le filet, la biche, toujours prisonnière, toujours vivante. Et juste à côté, à peine dissimulée par des broussailles épaisses, une cage grossière, faite de bois et de cordes. À l'intérieur, recroquevillée, une femme. Son regard était vide, sa peau cireuse, pâle, mais elle respirait. Et dans ses cheveux, suspendus à ses oreilles, à son nez, à sa bouche, on voyait les mêmes appendices d'insectes, les mêmes griffes, la même chair nue et luisante que celle des créatures. Elle n'était pas juste prisonnière, elle était un hôte, en transformation. Et soudain, la vérité me frappa comme un coup de masse. Ben n'était pas en train de mourir, il était en train d'être préparé. Le bourdonnement dans ma tête s'intensifia, me coupant le souffle. Je reculais, trébuchais, tombais lourdement. Les créatures s'avancèrent d'un seul pas, lentement, méthodiquement. Elles savaient que je ne pouvais pas fuir. Le sol lui-même semblait vibrer sous leurs pas. Mon cerveau hurlait de courir, mais mon corps refusait. C'était la fin. J'allais devenir un autre trophée, un autre hôte. Mais alors, Ben bougea. Ses yeux, encore dans le flou, croisèrent les miens. Et pendant une fraction de seconde, je le vis, le vrai Ben. Son regard me parlait. Sa tête fit un geste presque imperceptible. Un message désespéré, impossible. Cours. C'est tout ce qu'il me fallait. La terreur était toujours là, énorme, écrasante. Mais ce dernier geste de Ben alluma une étincelle. De rage, de survie. Je ne resterai pas là à me faire prendre. Je me redressai, ignorant la douleur à mon genou. Mes yeux cherchèrent une issue. Le chemin envahit. Il continuait, à peine visible, descendant dans un ravin. Un saut dans le vide. Un pari désespéré. Dans un cri rauque, je plongeais en avant, loin des créatures, loin de Ben. Je roulais dans le ravin, les racines et les pierres me lacérant les bras, le visage. Mais je ne m'arrêtais pas, porté par de l'adrénaline pure. Les bourdonnements derrière moi s'éloignaient. Elles étaient trop grandes, trop lourdes pour descendre ce terrain rapidement. J'entendais encore les cris étouffés de Ben. Ou alors ce n'était que le sifflement dans mes oreilles, le dernier écho de ces instants. Je tombais lourdement au fond du ravin, essoufflé, meurtri, mais vivant. Le chemin ici était encore plus obstrué, couvert de ronces, de flaques stagnantes. Mais il était là, et il menait loin. Je ne me retournais pas, je courus jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, jusqu'à ce que mes jambes lâchent, jusqu'à ce que le bourdonnement disparaisse, jusqu'à ce que l'odeur de pourriture s'estompe, jusqu'à voir, enfin, à travers les arbres, la lumière grise du ciel. Des heures plus tard, je suis sorti des bois, chancelant, pour atterrir sur une route déserte et pavée. J'ai fait signe à un pick-up qui passait. Le conducteur, un vieux fermier, m'a vu. Mes vêtements déchirés, couverts de sang, mes yeux fous, et n'a posé aucune question. Il m'a déposé dans une station-service, dans une petite ville paumée nommée Havenwood. Je crois que le vieux a pensé que j'avais été agressé. Pire, je l'ai pas corrigé, je pouvais pas. Quand la police est arrivée, je leur ai raconté une version vague, embrouillée, intentionnellement floue. Un mauvais virage, un accident de voiture, un inconnu violent, puis une fuite à travers la forêt. Ils ont envoyé une patrouille à l'endroit que j'ai décrit, mais ils n'ont rien trouvé. Pas de civique, pas de ferme, pas de traces de Ben. Juste un chemin de terre abandonné, partant d'une route de comté et disparaissant dans une forêt banale et mal entretenue. Ils ont dit que j'avais probablement halluciné, ou que j'étais en état de choc. Ils ont expliqué que ça arrivait, parfois, en pleine nature. Des cas de disparition. Surtout quand il s'agit de personnes troublées, comme ils ont dit. Et Ben, avec ses petits soucis passés avec la justice, il était facile à ignorer. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qu'il s'est passé. Je peux encore sentir cette odeur métallique et sucrée. Encore entendre ce bourdonnement dans mes oreilles. Parfois, la nuit, quand tout est noir, quand le silence est trop profond, je sens une vibration fantôme dans mes os. Comme si des milliers de petites pattes rampaient sous ma peau. Je n'ai jamais raconté l'histoire entière à qui que ce soit. Qui me croirait? Un ami dévoré par des horreurs insectoïdes dans une ferme oubliée? On m'enfermerait. Mais ce qui me garde éveillé, ce n'est pas seulement le souvenir de ce qu'elles ont fait à Ben. C'est cette voix intérieure, ce chuchotement dans mon esprit, la certitude absolue que je ne suis pas vraiment sorti de là. Le bourdonnement, il est toujours là.
plus faible maintenant, comme un léger grondement, une pression derrière mes yeux. Et parfois, quand je regarde dans le miroir, je jurerais voir, juste sous ma peau, l'ombre de ces symboles en étoiles, avec leurs multiples branches difformes. Mon épiderme me semble étiré, comme trop fin. Et quand je gratte une démangeaison, il m'arrive de retirer un ongle et de voir, sous la peau, une petite chose noire, luisante, segmentée. Et le pire dans tout ça, c'est la faim. Ces derniers temps, je n'ai plus envie de nourriture. Je veux autre chose, quelque chose de cru, de frais. Et parfois, quand je suis seul, je me surprends à sortir ma langue, juste un peu, pour goûter l'air. Et l'air a un goût sucré, métallique, familier. Et le bonsoir. Bonsoir Indigo, comment ça va? Bonsoir Yop. Ça fait longtemps, hein. Ça fait extrêmement longtemps. Ça fait 1000 ans. On est en août. Ouais. On est en août. Le dernier épisode était début avril. Oui. Donc, finalement, Fin mars, quoi. fin mars, début avril, ça va. Ça va. On a pris des petites vacances. On a pris des petites vacances et c'est vrai qu'on commençait à avoir des messages. Mais où est-ce que vous êtes? C'est quand le prochain épisode? À quand le prochain épisode? Est-ce que Haddad est devenu payant? Ah oui, c'est vrai. Ah, attends, petite histoire. C'est vrai que on a fait une synchronisation entre Spotify et Patreon. Ah mais oui. Mais oui, bah du coup les gens ont paniqué pour rien. Bah oui. Mais c'est normal, hein, je comprends. Oui, alors pour l'explication, maintenant nos flux Patreon et Spotify sont synchronisés, ce qui fait que si vous nous écoutez sur Spotify, vous voyez aussi nos quick slips. Et si vous avez envie de l'écouter, en fait, vous pouvez cliquer dessus et ça vous met sur notre page Patreon pour vous abonner. Ce qui est plutôt pas mal, en vrai, j'ai l'impression que ça nous ramène quelques personnes. Mais oui, on a plein de nouveaux patrons et patronnes. On en reparlera après. Tout à l'heure. Prévoyez, on aura un segment pour ça. une bonne demi-journée. donc tout ça pour dire que vu que pour les patrons, on continuait de créer du contenu, des histoires, donc tous les mois. Donc les gens sur Spotify voyaient des quick slips arriver, ils disaient mais à quand le contenu gratuit finalement? Est-ce que votre podcast est devenu payant? C'est quand pour nous? Donc non, il est toujours gratuit, c'est juste qu'on était entre deux saisons. Nous voilà arrivés maintenant à la saison 7. Oh là là, mais c'est incroyable. Chapitre 7, 6 ans, ça veut dire? Ouais. C'est fou. C'est assez fou. Qui aurait cru? Pas nous, déjà. Oh, c'est clair. 6 ans, non, c'est vrai, tu te projettes... non, tu te projettes pas pendant 6 ans. C'est non. pas possible. Non, on fait et puis on verra où ça nous mène. Voilà, on est toujours un peu dans cet état d'esprit finalement. Et même au-delà de le faire, il y a des Adados qui nous écoutent depuis le début. Hein. On a souvent des gens, même des gens qui viennent sur Discord et qui nous disent ça fait depuis le chapitre 1. C'est fou. Feu chapitre 1. Ouais. Donc voilà, longue attente, mais nous sommes de présents. retour. Nous sommes de retour. Bon, est-ce qu'il s'est passé des choses notables durant ces derniers mois? Bah oui, tu sais, on a arrêté en mars là. Enfin, avril, on va dire, quoi. Ouais. Et puis, il y a eu Podren en avril. On en avait parlé un petit peu, mais... C'est vrai que je sais pas si on en a beaucoup parlé dans le podcast, parce que c'était plus... c'était le rendez-vous de l'étrange. Bah oui. Je me suis produit à Podren en avril. Monsieur, pardon avec Kurt du podcast Obscurum et Tatiana du podcast La Société de Minuit. Et on a fait... on avait 50 minutes, il me semble, d'épisode, enfin de durée, pour faire un épisode du rendez-vous de l'étrange. Et où on a chacun raconté une petite anecdote qui nous est arrivée paranormale. Un épisode bien qualitatif. Ouais, c'est vrai, j'en suis plutôt content. Et j'en suis plutôt fier. Ah, c'était exceptionnel, hein, franchement. Ça a bien réagi, tout était fou. Non, trop bien. Et voir en live, bel exercice. Hein. C'est pas la première fois qu'on faisait du live parce qu'on en a fait ensemble. Oui, mais bon. Mais un enregistrement d'épisode comme ça devant une foule, c'est fait toujours quelque chose quand même. Hein. Petit pincement. Ouais, carrément. J'étais en mode... Mais avec Tatiana, elle était un peu comme moi, tu sais, en mode on révise un peu nos trucs avant, là. on avait nos téléphones, on changeait quelques petites tournures de phrases, les derniers trucs qui servent à rien, mais tu les fais parce que ça te rassure.
Et mis à part Podren, bon, on avait qu'à nos occupations finalement. Ouais, la vie en fait. Quoi. Ouais. Voilà, le travail, les vacances. Ouais. Quand même, on a profité des vacances. T'es parti en vacances? Ouais, je suis allé sur un endroit très sympa que tu m'avais chaudement recommandé. Ouais. Tenerife, incroyable. Wow. Meilleures vacances du monde, vraiment, c'était dingue. Ouais. C'était vraiment fou. Et puis après Tenerife, on a reçu à la maison des gens bien connus du Discord d'avant d'aller dormir, en la personne de Chat et Robière. On en parle souvent, tu vois, Robien, finalement. C'est vrai. Il doit avoir les oreilles qui sifflent. Ah, je sais pas. Ils entendent leur nom et se disent mais arrêtez. Alors, on n'y peut rien, en plus ils sont vachement actifs dans la communauté. C'est vrai. Ça, et c'est vrai. c'est nos inquisitrices, ils font partie de nos inquisitrices, donc les modérateurs de la commu. Et d'ailleurs, en parlant de la commu, il s'est passé plein de choses, je trouve, dans la commu. Il y a plein de choses qui se sont créées dernièrement. Ah oui, sur le Discord, Ouais. c'est fou. Je pense qu'il faudra qu'on invite un peu des représentants pour nous en parler. C'est Mais très beau. juste un petit name drop vite fait. Maintenant, on a un book club qui a lieu tous les mois. Donc, avec, je crois que c'est un thème par mois. Exactement. Et donc, c'est pas un livre imposé, mais c'est un thème et chacun choisit son livre. C'est ça. Et après, chaque personne va en parler pendant la soirée. Donc, c'est en audio, hein, c'est un petit book club en audio sur Discord. Il y a un ciné-club aussi. Donc, avec cette fois-ci La des même films chose. à regarder. Ouais, tout avec des simplement. films. C'était la trilogie Cornetto. Ouais. Ah, et j'étais pas dispo. J'adore ces films. Ils sont incroyables. Ah ouais. Il y a quoi d'autre? Même il y a des lives, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Discord. Hein. Franchement, meilleure commune du monde, on ne le dit pas assez. Et surtout, C'est clair. c'est vrai que voilà, qu'on est absent, mais entre deux épisodes, ça fait des gens avec qui parler finalement. Qui interagissent souvent avec des passions communes. Exactement. Donc si vous écoutez Haddad ou même les podcasts des Antipodes ou même d'autres podcasts, Ouais. il y a de grandes chances que vous puissiez trouver du monde à qui parler. En parlant de communauté, est-ce qu'il est temps de remercier les nouveaux patrons? Ça fait longtemps qu'on les a pas remerciés, les Ça nouveaux fait patrons. très longtemps. Résultat, il y a beaucoup de patrons à remercier. Il y a beaucoup de patrons à remercier. Merci énormément à Loza Trigone, à Pessy Lafleur, Titouan, Marie, Oden, Anaïs, Chloé, Sushi, Mélanie, Marco, Daliana, Aminata, Ryan, Dasfroy Seven the Snake, Cédric, Doudou, Magali, Christophe, Célia, Lémir, Jérôme, Cain, Caïn, ouais. Sabina, Marie-Sara, Alexandre, Laura, Cassie, courage, on est presque au bout, Sorcha, Nitia, Lily in the Sky, Pierre, Erelas, Charline, Pitts, Oyana, Thomas Pierre, MB, Kev, Aurélie, Vanessa, Corentin, Lils et Claire. Merci infiniment à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Bienvenue dans la commune des patrons. Waouh, c'est beaucoup quand même. Il y a du contenu à foison à écouter. 70 quick slip. Ouais, ça n'a pas de sens. Il y a vraiment beaucoup de choses maintenant, là, ça commence vraiment à... Peut-être même 71 à l'heure où vous écoutez cet épisode d'ailleurs. C'est pas impossible. Des unplugged à foison. Non, mais beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui se passent sur Patreon. Il y a des noms dans les épisodes, des fois. On n'en parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais ça arrive. Oui, c'est vrai qu'il y a un palier à 5 € qui donne accès à des épisodes supplémentaires. Mais en plus de ça, voilà, on cite vos noms dans les épisodes. Et il y en a eu dans cet épisode. Exactement, mais on dira pas qui. Voilà, vous devriez vous trouver normalement. Bon, et quoi d'autre du coup? Parmi ces vacances, j'imagine que vacances rime avec jeux vidéo, ça ne rime pas du tout. Avec film, avec série. film ou série. Est-ce que t'as des recos de choses que t'as envie de partager avec la communauté? Eh bien écoute, dernièrement, je me suis monté un ordinateur. Du futur. Est-ce que tu l'as fait comme Henri Cavill en débardeur sur Twitch? Ah, j'aurais dû. Ah ouais. J'aurais clairement dû, c'est vrai, j'ai pas pensé. Et j'ai joué à un jeu vidéo Ok, qui s'appelle The Operator, pardon. ok. J'ai monté un PC ultra puissant pour jouer à un jeu un peu textuel, système d'exploitation. Ah oui, j'adore. Et en gros, le principe est simple. Tu es un agent du FBI, mais Ok. tu es un opérateur. Un opérateur, du coup. C'est celui que les agents appellent pour enhance des images ou des choses comme ça. Ah, génial. Et du coup, t'as des coups de fil, t'as des agents sur les terrains qui sont sur leur enquête, qui t'appellent, qui te filent des bandes de sons à écouter, des choses à Ouais. faire. Et toi, t'es sur une sorte de système d'exploitation un peu...
C'est dans les années 90 un peu, mais quand même super stylé. Ouais, ok. Et du coup, bah, tu enhances tes images, il te file des dossiers compressés, faut que tu arrives à trouver les mots de passe et Oh tout. là là. Et t'as une base de données où tu peux taper des noms de personnes et tu vois qui c'est. Oh, Genre tu bosses comme dans Severance, mais tu comprends un peu ce que tu fais quand même. Ah, quoi. tu comprends ce que tu fais, mais tu te rends compte qu'il y a quand même une affaire un peu au-dessus des autres, Ok. qui est la trame de vraiment un truc assez balèze Ok. que tu dois essayer de comprendre par toi-même. Et c'est vraiment stylé. Et ça se fait en 5-6 heures, tu vois. Tu peux. Ah ouais. Peut-être même un peu moins, je sais plus. Tu peux limite, si t'es chaud, tu le fais en une fois, quoi. Ouais, ok. Et t'es vraiment pris dans l'histoire. Et c'est un studio français. Allez. Allez, Pas mal, non. c'est français. Ah, excellent. Donc voici ma petite reco. Donc voilà. Stylé. T'as fait ça sur Twitch ou pas? Non, Non, en perso quoi. Enfin, J'étais. Franchement, offline, j'ai envie de dire. franchement, ces derniers mois, j'étais sous les radars, là. Ouais. Ok. Peut-être que les streams reprendront d'ailleurs. T'as quand même sorti des trucs. Ah oui, sur mais rendez-vous et tout ça. Là. j'ai complètement arrêté Twitch. Là, c'était vraiment les vacances de Twitch. Ok. Mais j'ai bien envie de reprendre, ouais. Mais par contre, ouais, le rendez-vous a repris, ouais. Rendez-vous l'étrange. Excellent. C'est bien ça. Et toi, as-tu quelque chose à recommander? Ouais, alors il y a un film, je pense, pour tous les amateurs de films d'horreur et d'humour, je pense que ça vaut le coup de le voir, c'est The Monkey. Ok. Alors, si je dis pas de bêtises, il est dans le Conjuringverse. Oh, ok. Voilà. Mais on est sur un ovni, quoi, clairement. Vous savez, le macaque avec des cymbales là, dans les mains, là, qui fait peur, là. C'est ça. Ouh. Voilà, le film, c'est ça. Donc, c'est un macaque avec des cymbales dans les mains qui fait peur. Ok. Enfin, là, il a pas des cymbales, mais... Bah, ça suffit. Ça suffit. C'est suffisant. Ouais. Clairement, c'est suffisant pour flipper. Et il y a une petite touche d'humour comme on aime, tu vois. Voilà, je peux pas en dire plus, mais rien que pour ça, moi, il me fait kiffer ce film. Ah, trop bien. Je suis vraiment trop marré. Ah, bah, ça donne envie. Ah, tu t'es marré quand même. Ah oui, je me suis vraiment marré Ok. devant, quoi. Mais c'est quand même épouvante. C'est quand même. Ah oui, mais bon, après... Bah après, c'est un long débat, ça, mais... Tu sais, plus tu bouffes de films d'horreur, moins ça te fait peur. Ouais. C'est toujours compliqué. Je me force à regarder des films en étant un peu naïf, quoi, exprès, pour pas essayer d'aller chercher c'est qui le tueur, c'est qui machin. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Après, c'est vrai que si tu mets un gosse de 8 ans devant, il va être traumatisé, quoi. Ouais, moi, je mettrais pas... Enfin, voilà, après... Mais non, bah après, oui, voilà, il y a quand même des recommandations sur l'âge, des restrictions d'âge. Ouais, bah bien tu vois, sûr. Heureusement. C'est pas parce qu'il y a des passages drôles que du coup c'est tout public, mais ouais, non, il est fou. Il est vraiment fou. Trop bien. Donc recommandé à 200% pour ceux qui ont envie de se marrer et de regarder un film. Bah écoute, je pense que ça peut être clairement mon type de film, ouais. Ouais. On a regardé, vu, lu plein de choses d'autres. Ouais. Ça fera peut-être une trop longue outro et on va faire un épisode d'Unplugged. Oui. Là, on s'apprête à l'enregistrer là. Mais il sortira sûrement avant cet épisode d'ailleurs, donc il est déjà sûrement sorti alors vous l'écoutez. Ou pas, on verra. Ou on va vous faire plein de petites recos, des choses qu'on a faites ces derniers mois. Voilà. Excellent. Parfait. Est-ce qu'on est bon, Indigo? Non. Quoi donc? Bah on va pas se quitter là-dessus. Oh, c'est vrai, je me fais avoir à chaque fois. Oh là là. Il nous reste une histoire. Oh Attends, mais l'acteur. c'est vrai qu'on n'a même pas parlé des histoires. On n'a pas remercié les auteurs. Allons-y quand même. C'est vrai. On va commencer par l'appartement 3B, qui n'est autre que Jackson Luna. Petite histoire d'ailleurs derrière l'histoire. Donc c'est une histoire écrite en anglais que j'ai trouvée sur Reddit. Et donc j'ai demandé la permission à l'autrice, qui m'a dit qu'elle était française. Ça c'est trop bien. Ouais, et qui voulait quand même bien que je la traduise parce que du coup elle l'a écrit en anglais au final. Ouais. Donc voilà, elle était contente de la traduction, donc c'est parfait. Trop Voilà. bien. Donc, ça c'est cool. Ouais, bonne petite histoire d'ailleurs, l'appartement 3B. Bon, et puis l'histoire du raccourci, Oui. qui part en vrille là, Ouais. de It's 8 Bits. 8 Bits. C'est dur à dire ça. 8 bits Sam. 8 Bits Sam. Sam 8 bits quoi, ouais voilà. Un fan de pixel art. Qui doit sûrement avoir lui aussi un ordi gaming de fou pour jouer à des jeux en pixel. Mais... Donc très cool. Et oui, comme je disais, on va pas se quitter comme ça. On va quand même s'écouter une petite histoire pour conclure. Oui. De Starry Quarry. Donc merci. Merci infiniment pour les histoires, pour la permission de les traduire et de les raconter au micro. Ça fait toujours plaisir. Ouais, carrément. Donc bonne écoute. Bonne écoute. Je fais plein de petits boulots
comme tout le monde, pour rejoindre les deux bouts. L'un d'eux consiste à animer une soirée karaoké chaque semaine dans un club. Soyons honnêtes, j'adore le karaoké. J'adore le club, mais c'est un boulot ingrat. Les gens bousculent pour passer en premier. D'autres ne répondent pas, peu importe combien de fois je les appelle sur scène. Y compris ceux qui insistaient pour être les prochains quelques minutes auparavant. Problème technique, vous voyez le genre. Quand je suis arrivé à 21h, j'étais soulagé que la soirée s'annonce tranquille. Ça voulait dire que je pourrais moi aussi chanter quelques chansons. La soirée se déroulait plutôt normalement. Les habitués ont fait les classiques lac du Connemara et quand la musique est bonne. J'ai fait bouger la salle avec la tribu d'Anna et on a même eu un petit pogo sur Antisocial. Il était minuit passé quand un homme que je n'avais jamais vu est entré et a commencé à écrire sa demande de chanson sur un des papiers prévus à cet effet. Pour vous expliquer comment fonctionne le karaoké dans notre club. On se connecte à YouTube sur nos télés et notre système audio, donc on n'est pas limité au catalogue d'un serveur spécifique. Et on peut jouer n'importe quelle version karaoké qu'on trouve sur YouTube, y compris des versions amateurs pour les morceaux plus niches. J'ai pris le papier une fois qu'il eut fini, prêt à le placer dans la pile des demandes, remarquant que dans la case non, il avait indiqué 10. Amusant. Le titre de la chanson et le nom de l'artiste étaient une suite de caractères incohérents, et je prendrais pas le risque de les prononcer. J'ai regardé vers 10, qui était en train de commander un verre au bar. Dans l'ensemble, il avait l'air d'un gars tout à fait normal. Taille moyenne, cheveux blonds, yeux foncés, et une petite barbe. Vêtu d'un t-shirt noir uni et d'un jean noir délavé. Il avait un grand tatouage sur l'avant-bras gauche, bien que je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était à cause de la lumière tamisée. C'était son tour de monter sur scène. On donne la priorité à ceux qui n'ont pas encore chanté une première fois, pour que tout le monde ait une chance. Et j'avais besoin qu'il m'explique. Une fois son verre en main, je lui ai fait signe de venir. Il avait l'air de s'y attendre et s'est approché immédiatement. « Tu es le prochain, 10. Tu veux chanter une chanson appelée... ce truc-là ? Et il existe vraiment un groupe qui s'appelle comme ça ?» lui ai-je demandé, curieux. Oui, et tu dois taper exactement ce que j'ai écrit. Sinon, ça ne sortira pas dans les résultats de recherche. A-t-il répondu, sur un ton posé. Au fait, ce sont des lettres L minuscules, pas des I majuscules, ni des chiffres 1. Particulièrement spécifique, me suis-je dit, tout en prenant soin d'écrire chaque mot absurde exactement comme il l'avait fait. Je me suis trompé une première fois, n'obtenant aucun résultat, sauf quelques vidéos suggérées. Il m'a gentiment corrigé. Je devais taper CBVMNTPRQ au lieu de CBVMNTPQR. Et là, il y était. Un seul résultat. Même pas de suggestion autour. Le titre de la vidéo était écrit dans une sorte d'écriture que je reconnaissais pas du tout. J'ai étudié la linguistique à l'université, donc je connais beaucoup de systèmes d'écriture, même les plus rares. Mais ça, je n'avais jamais vu. Vous savez, comme ces mèmes de textes maudits où l'écriture semble buggée et incompréhensible. C'était ce qui s'en rapprochait le plus, sans que ce soit exactement ça non plus. J'ai montré l'écran. C'est ça ? 10 a hoché la tête. Je l'ai annoncé au micro alors qu'il se dirigeait vers la scène. Mais avant cela, il a une dernière demande pour moi. Reste bien dans la cabine. Ne sors pas tant que la chanson n'est pas finie. Un peu étrange, mais soit. D'ailleurs, on anime depuis une zone fermée, comme une cabine de DJ surélevée, à laquelle on accède en montant. Ses paroles auraient dû sans doute plus m'alarmer, mais sa voix était si apaisante. Je me sentais étrangement rassuré. Je me demandais quel genre de voix chantée il allait avoir. À ce moment-là, la salle du club était presque vide. La plupart des gens étaient dehors à fumer ou discuter. Ceux qui restaient à l'intérieur ne prêtaient pas attention aux chanteurs. Ils discutaient entre eux, câlinaient leurs partenaires, commandaient à boire, scrollaient sur leur téléphone. Tout a changé dès que 10 a commencé à chanter. Ma confusion s'est accrue quand j'ai appuyé sur lecture. La version karaoké était composée d'un pad riche et flottant, et qui ne respectait aucune des règles classiques des tons et demi-tons. Bien sûr, de nombreuses cultures musicales ne suivent pas la théorie musicale occidentale. Mais là, les accords et les changements de tonalité ne semblaient pas simplement exotiques, ils étaient inexplicables. Comme s'ils n'étaient pas faits pour être perçus par l'esprit humain. Dès que la musique a commencé, l'atmosphère du club a changé. Les gens qui vaquaient à leurs occupations ont relevé la tête pour regarder la scène, intrigués. Les gens ont commencé à revenir à l'intérieur, comme attirés par une force magnétique. Sous la lumière de la scène, je pouvais enfin distinguer le tatouage de 10. Un corps humain entouré d'un pentagramme. Sauf que les lignes du pentagramme n'étaient pas droites. Elles ondulaient, comme des cordes ou des vers.
Puis il a commencé à chanter, si on peut appeler ça chanter. Je ne sais pas comment le décrire autrement, mais il y avait des consonnes que je n'avais jamais entendues. Des voyelles inconnues. Des sons qu'aucun humain ne devrait pouvoir produire. Non, des sons qu'aucune oreille humaine ne devrait même pouvoir percevoir. Des sons qui ne devraient pas exister dans cet univers. Je voulais fuir, mais je me rappelais son ordre. Rester dans la cabine. De plus en plus de gens entraient dans le club, tous hypnotisés par 10. Plus aucune expression individuelle sur leur visage. Tous fixaient la scène avec le même regard vide, hypnotisés, possédés même. La musique s'intensifiait, pour dire les choses simplement. Et les gens ont commencé à se griffer le ventre. Je ne sais plus quand sont apparues les premières éclaboussures de sang, mais rapidement le sol en était couvert. Il y en avait sur les murs, sur les parois de ma cabine. Quelques gouttes ont atterri sur ma peau et mes vêtements. Je devais fuir, mais je pouvais plus bouger. C'était comme si une force invisible me maintenait en place. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. J'aurais dû avoir la nausée, mais je ne ressentais plus rien. Je pouvais que regarder et écouter. 10 continuait de chanter l'imprononçable, sur une musique impossible à comprendre. Le public continuait, sans un cri ni un signe de douleur. Comme si ce qu'ils faisaient faisait partie d'une routine normale. Un par un, ils ont déchiré leur abdomen. Je pensais pas que c'était physiquement possible. Ou bien, ça ne l'était pas, car ce qui se passait était clairement surnaturel. Un par un, ils ont arraché leurs intestins, et ont commencé à les enrouler autour d'eux-mêmes. Progressivement, ils créaient des formes, des pentagrammes, comme le tatouage de 10. Quand la chanson s'est terminée, toute la foule s'est effondrée en tas. Leurs visages, au-dessus de leur corps, atrocement mutilés, enroulés dans des étoiles à 5 branches, affichaient une expression paisible et satisfaite. Je me suis effondré à genoux, la tête appuyée contre la console à côté de la pile encore épaisse de demandes de chansons. J'ai entendu ses pas s'approcher. Je voulais pas parler, mais j'avais tant de questions. Qui est 10 ? Son nom n'avait plus rien de drôle. Je sentais son regard sur moi. J'ai dû poser la question, d'une voix tremblante. Qui es-tu ? Je suis 10. 10 Pater. Et pourquoi ? Pourquoi tu m'as épargné ? Parce que je recherche la bonne personne pour travailler avec moi. Et c'est toi. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.